Bonjour à tous, déjà merci d'être venus. Euh, donc moi je vais vous parler je vais vous faire un feedback surtout de mon petit retour d'expérience de comment j'ai construit un SaaS. Donc avec quatre technos principales, Next.js, Supabase, Vercel et Tailwind. Donc je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails techniques, mais vous montrer plutôt la timeline de comment on fait le choix de ces technos et mon retour d'expérience sur ces technos-là. Visiblement j'ai pas compris comment passent les slides. J'ai trouvé. Alors, pour commencer du coup à mettre un petit peu de contexte, moi mon objectif, voilà, je suis encore étudiant et à côté de mes études j'ai voulu construire un SaaS. Donc il fallait que je déploie une web app rapidement, simplement, que ce soit en termes de déploiement ou en termes de technicité de dev, parce que j'avais pas forcément un gros bagage technique derrière moi. Donc j'ai dû me débrouiller seul, faire un choix de techno, trouver des technos qui permettent de build fast et rapidement. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Donc du coup, je suis parti sur Next.js. On va voir par la suite pourquoi. Mais Next.js pour faire du coup mon front et mon back. Vercel pour mon déploiement. Supabase pour la gestion de la base de données et l'authentification. Et Tailwind CSS pour tout ce qui va être de l'UI. À la fin, je parlerai un petit peu d'autres outils que j'ai pu utiliser, notamment pour la gestion d'envoi d'email, des librairies front comme Acernity, Magic UI ou Shadsen qui sont basées sur Tailwind, qui permettent de build un front, donc un design encore plus rapidement qu'avec Tailwind. Prisma côté ORM et on va passer à la suite. Tac. Donc pourquoi Next.js? Comme je l'ai dit, je voulais une techno qui me permette de déployer rapidement une application et Next, ça permet de faire du front et du back dans une seule app. Donc c'était vraiment un gros avantage. On va rentrer un petit peu plus dans le détail là-dessus juste après. Ensuite, il y a un routing automatique qui permet de faire notre architecture d'application en termes d'URL très simplement avec Next. Donc en plus d'avoir un back et un front dans la même application, vous pouvez faire votre architecture web très simplement. On peut déployer des API si on veut ou non, on va voir ça aussi. Et l'intégration native avec Vercel. Donc voilà, pour l'app routing, à savoir que, petit disclaimer, moi je vais parler de l'app routing. Next a aussi une partie page routing, donc si vous voulez vous renseigner, libre à vous. Mais là je vais vous parler uniquement de la partie app routing. Euh, donc quand on crée une application web classique, je pense que tout le monde sait, on a besoin d'avoir des URL, donc des routes. Comment ça fonctionne dans Next? Next, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Vous avez du coup un dossier app qui est créé. Et dans ce dossier application, vous allez pouvoir faire votre URL en folder architecture. Ça veut dire que la façon dont vous allez définir vos dossiers dans le dossier app va créer votre architecture web. Donc je prends un exemple. Si dans votre dossier app, vous créez un fichier page.js, il y a un exemple de code là justement pour retourner un Hello World par exemple. Vous allez pouvoir du coup en deux lignes de code avoir une page, donc un slash, une page d'accueil, qui va retourner un Hello World. Si dans votre dossier app vous créez un dossier bonjour et que dans ce dossier bonjour vous mettez un page.js, dans votre application vous faites slash bonjour et en fait vous allez être routé vers ce dossier page.js, enfin vers ce fichier page.js qui se trouve dans le dossier bonjour. Donc en fait c'est comme ça que ça marche, c'est vraiment l'architecture des dossiers qui va définir les URL de votre site. À savoir qu'uniquement les fichiers qui sont en page.js ou ts ou tsx, jsx sont routables. Si vous créez un fichier toto.ts, Next ne va pas le détecter comme routable. Il y aura un meilleur exemple juste après. Vous avez aussi la gestion des erreurs et la gestion d'un layout. Donc pareil, ça marche avec l'architecture parent-enfant. Si vous mettez un layout dans un dossier parent et que dans un dossier enfant vous en mettez un autre, c'est l'enfant qui va prendre le dessus. Next en fait le détecte automatiquement. Tout est vraiment basé sur l'architecture de dossier. Donc là un meilleur exemple, un petit récapitulatif avec des pages qui sont routables et des pages qui sont pas routables. Donc voilà, dans les pages qui sont pas routables, vous pouvez y mettre du code TypeScript, des composants front, des fonctions back. Vous y mettez vraiment ce que vous voulez. Mais voilà, globalement, c'est comme ça qu'il faut que ça marche et c'est ce qu'il faut principalement comprendre. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on peut très vite, en fait, en deux clics, on peut créer une route et on a juste à faire notre composant front dedans. Autre exemple, les métadonnées. Quand on crée des pages, on a besoin de métadonnées, c'est la base des sites web. Ça permet notamment d'avoir un bon SEO, que les gens trouvent facilement votre site.
Donc là, vous avez un exemple de moi ce que j'ai fait. Il y a d'autres propriétés qu'on peut passer, mais globalement, c'est les propriétés majeures. Donc vous définissez vos metadata en une seule constante qui s'appelle metadata. Et vous avez du coup ensuite des propriétés comme la description, les mots-clés, etc. Et c'est comme ça qu'on peut globalement vous retrouver sur Internet. Si quelqu'un tape les mots-clés ou les titres ou les descriptions, enfin, Google vous rank sur Internet et c'est comme ça que vous pouvez avoir du trafic rapidement sur votre site. Voilà pour les métadatas. Pour les routes API et les routes dynamiques. Donc comme je l'ai dit au début, on peut déployer des routes API avec Next. Comment ça marche? On garde le même fonctionnement que présenté juste avant. L'architecture de dossier. Dans votre dossier app, vous créez un dossier API. Et dans ce dossier API, vous allez créer cette fois-ci pas des pages, mais des routes. Donc des routes.ts, .js. Aussi, là, vous avez un exemple de route dynamique sur la photo du haut. Le crochet ID, c'est une route dynamique. Ça veut dire que quand on va être dans cette route-là, on va pouvoir récupérer un paramètre passé par URL. Donc par exemple, quand vous êtes dans un slash 47 d'un produit sur Internet, on va pouvoir récupérer ce slash 47, donc qui est l'ID. Donc voilà comment on crée des routes dynamiques. Et pour les API routes, vous avez l'exemple au tableau du fichier route.ts qui permet de récupérer les différentes méthodes HTTP. Donc si quelqu'un fait un call sur cette route-là, donc product avec un ID, je vais pouvoir récupérer si c'est un get, un post, un put ou un patch. Pardon. Donc voilà. Voilà globalement comment fonctionne Next et son système de routing. Donc pour faire une petite conclusion là-dessus, ce qui est vachement bien, c'est que du coup on va avoir son front et son back au même endroit. On peut aussi mettre des fichiers serveurs dans le dossier app, on peut aussi mettre des fichiers serveurs à l'extérieur de notre dossier app, dans d'autres dossiers. Ça en fait il s'en fiche, il les détectera pas, ça c'est à vous de faire comme vous voulez. Donc c'est votre organisation propre. Petit exemple encore une fois de fichier serveur, juste petite annotation, comment on définit qu'un fichier doit être un fichier serveur et qu'un fichier doit être un fichier front, donc un fichier de design qui va être affiché et rendu sur le client. De base, tous les fichiers sont clients et quand vous mettez un use server en haut, comme sur la screen du bas, là, ça définit un fichier serveur et du coup, c'est un fichier que le client ne peut pas afficher et qui est rendu côté serveur. Pour les méthodes de rendering de Next.js, il y a trois grosses méthodes. Donc il y a le SSG qui en fait en gros quand vous déposez, vous buildez votre app, il va faire un rendu de la page et c'est tout. Donc ça c'est bien pour un site vitrine. Donc vous avez un rendu de page fixe et c'est tout. Vous avez aussi le SSR, donc ça c'est un rendement côté serveur. Ça veut dire que dès que vous allez aller sur la page, le serveur vous pouvez passer des données à votre serveur et on va re-render la page. Donc par exemple si vous avez un compte utilisateur, un dashboard panel admin, vous arrivez sur votre page, on vous envoie les données et il actualise le design en fonction de vos données. Et on a aussi un ISR, donc l'ISR c'est un peu comme le SSG, c'est un rendu qui est statique mais que vous pouvez mettre tous les 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Donc ça c'est bien par exemple pour des sites e-commerce qui veulent actualiser les produits de leur boutique. On n'a pas besoin d'actualiser en instantané parce qu'actualiser en instantané c'est très gourmand. Le SSR c'est très gourmand, ça demande un rendu serveur. Là on peut dire bah voilà tous les 10 minutes on va rebuild cette page là et du coup elle va s'actualiser. Donc il y a des avantages et des inconvénients à tout, mais c'est encore pour vous montrer que on peut gérer la performance assez bien avec Next car on a différents types de render. Maintenant, on va passer à Vercel. Pourquoi j'ai choisi Vercel? Déjà, j'ai choisi Vercel parce que les développeurs de Next sont aussi les développeurs de Vercel. Vercel qui est une plateforme pour déployer ses applications. Donc en gros, Next c'est vraiment, enfin Vercel est très opti pour Next et vice versa. Donc c'est vraiment vraiment facile, rapide et complet. Il y a vraiment très peu de bugs. Dès que vous avez une nouvelle features dans le framework Next, vous avez la features associée dans Vercel, logique. Côté CI/CD et déploiement, c'est très simple. On a juste à connecter son repo Git, GitHub, GitLab à Vercel. Il voit tous vos projets, vous pouvez cliquer sur les déployer. Si vous n'avez pas de nom de domaine, il vous en crée un et vous pouvez accéder directement à votre plateforme. Et il y a tout ce qui va être analytics, log de build, log applicatif, enfin log de runtime et l'analytics. Du coup, les fonctions principales, comme j'étais en train de le dire, le déploiement auto, donc ça c'est vraiment pratique. Il y a une gestion des environnements, vous pouvez associer une branche à un environnement, créer un environnement de dev, un environnement de prod. Vous pouvez dire que telle branche sera l'environnement de dev, telle branche sera l'environnement de prod. Quand vous allez push sur par exemple votre environnement de dev, il va détecter automatiquement le push. Il a une pipeline qui est créée automatiquement pour build votre app et la déployer. Si elle a réussi, c'est déployé, et si elle est en échec, vous êtes notifié et il garde l'ancienne version. Il y a une maintenabilité des services.
Vous avez aussi, moi ça je les ai pas encore utilisés, mais c'est assez réputé quand même, les Edge Functions et les Job Cron qui permettent, voilà, en gros, Vercel peut lancer des tâches sur leur infrastructure qui vont impacter votre site internet. Vous avez, comme je le disais aussi tout à l'heure, des monitoring et des logs. On va avancer là-dessus. Petit exemple d'analytics. Comment on ajoute les analytics? Pour vous donner un exemple, il suffit de ajouter une librairie, ça prend 2 secondes. Vous faites un pnpm add. Vous ajoutez une balise à la racine de votre projet. Et ensuite, vos analytics marchent tout seuls. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez complet. On peut voir les trafics, les devices, la région, enfin pas la région, mais les pays, d'où les requêtes viennent, de quel site les requêtes viennent, etc. Ensuite, pour le déploiement, là, je vous ai mis aussi un autre exemple de CI/CD. Donc, en haut, on a un exemple de build avec un petit tag pour savoir quelle version est actuellement en prod. Vous avez en dessous les environnements, preview, production, qui fait des push, etc. Enfin, c'est du assez classique. Juste en dessous, vous avez tout le système de log de runtime. Donc, par exemple, vous voyez que j'ai généré 2 erreurs qui sont affichées en rouge à droite dans les messages. Et ils sont automatiquement reportés et triés. Vous n'avez rien à faire. Vous avez sur la gauche de la screen tous les filtres et vous voyez que dans les erreurs on a bien 2 messages. C'est trié, tout est trié vraiment automatiquement et vous n'avez rien à faire. Maintenant on va passer à Supabase. Donc Supabase, pourquoi j'ai utilisé Supabase? Donc là ça va être vraiment tout ce qui va être côté base de données, authentification et dépôt de documents. Dans mon projet, j'avais besoin du coup d'avoir une authentification pour gérer des comptes. J'avais besoin d'avoir un dépôt de documents que mes utilisateurs puissent déposer des fichiers, des photos, etc. Et d'une base de données classique. Donc on va voir justement tout ça. Le dépôt de documents, globalement, Supabase propose un service qui est open source, donc vous pouvez l'installer sur vos machines, mais il y a aussi un service en ligne. Moi je suis parti sur le service en ligne. Le dépôt de documents, comment il marche? Directement dans l'application, vous pouvez créer ça marche comme un dossier en fait, c'est un espèce de dossier commun comme vous avez un Drive, et vous allez pouvoir venir vous y connecter et déposer tous les documents de vos utilisateurs assez simplement. Pourquoi? Parce que Supabase fournit des libs pour toutes ces fonctionnalités, que ce soit le dépôt de documents, l'authentification, tout marche par lib, donc en fait vous avez très très peu de code à faire, c'est low code et c'est assez sécurisé vu que c'est Supabase qui va gérer tout, que ce soit les accès à vos dépôts de documents ou l'authentification. Pour parler justement de l'authentification, c'est pareil assez simple. Vous pouvez utiliser soit du token JWT si vous faites un email mot de passe classique, soit vous pouvez utiliser de l'OAuth2, donc avec des providers. Donc il y a plein de providers. Il y a Google, Apple, GitHub, LinkedIn, enfin voilà, toutes les flopées de providers qu'on retrouve un peu partout. Et ça, pareil, encore une fois, ça permet d'avoir un système d'authentification qui est assez fiable et robuste, qui est déporté, qui n'est pas du coup de votre responsabilité, qui est déporté chez Supabase. Donc c'est assez cool comme fonctionnalité. Pour la base de données, Supabase ça héberge du PostgreSQL. Donc vous pouvez faire du SQL ou du NoSQL comme vous voulez. Il y a aussi possibilité de faire, moi je suis en train de tester des bases vectorielles pour ceux qui font de l'IA ou de la data du gros volume. Vous pouvez faire du pgvector, c'est de la base vectorielle en Postgre. Je peux pas vous faire un gros feedback dessus, mais voilà, faut savoir que ça existe. Pareil, petit point pour l'open source, c'est toujours sympa d'avoir de l'open source. Euh, Toutes les technos que je vous présente ont des versions gratuites en ligne, que ce soit Vercel, Supabase, mon ex c'est un framework. L'open source c'est cool parce que si un jour il y a besoin de scalabilité, souvent on connaît les versions en ligne, c'est très très vite cher. Là vous pouvez louer un VPS ou l'héberger sur une machine chez vous. Voilà les avantages de l'open source. Je vais finir en parlant d'autres outils que j'ai utilisés, donc je vais pas m'étendre dessus, c'est plus si vous avez la curiosité d'aller voir. Pour la gestion de l'emailing, moi j'ai utilisé Resend. Donc en gros, vous avez une interface web. Vous pouvez, dès que les gens créent des comptes, ils sont ajoutés dans une audience. Vous pouvez envoyer des mails à l'audience via l'interface web ou directement dans votre application, dire bah tiens, comme mon utilisateur a fait ça, je vais envoyer un mail. Donc voilà, ça permet vraiment de faire des mails pareil très très rapidement. Pour tout ce qui va être front, ça c'est pareil, Tailwind, je pense qu'on ne le présente plus. Ça a globalement simplifié le CSS en écrivant dans des classes et en écrivant plus de CSS à la main. Il y a des libs qui se basent sur du Tailwind, notamment moi j'ai utilisé Chatsen, MagicUI et Acernity, qui sont des libs en fait qui sont totalement gratuites, où il y a des composants qui sont préconstruits et en fait vous les téléchargez ces composants et vous avez tout le code chez vous. Ça veut dire que vous pouvez modifier vraiment à la main ces composants-là, ce qui est assez cool parce que perso, moi
j'ai pas beaucoup d'appétence pour les libres où vous êtes vraiment dépendant du design. C'est-à-dire que s'ils changent les versions, vous devez changer votre design, vous adapter. Là, vous téléchargez la version, le code il est en local. Si vous voulez custom les composants, vous le faites, libre à vous. Donc voilà pour ça. Côté gestion de projet, j'ai utilisé Notion parce que pareil, j'étais tout seul. Il faut faire un peu de doc, même si on n'aime pas. Il faut faire un peu de doc. Il faut gérer les tâches, l'avancement des tâches, etc. Notion, c'est un bon outil. Vous pouvez faire tout dans un, faire des tableaux, déposer des documents, des to-do list, etc. Donc je vous le conseille, même pour les études ou la prise de notes, c'est vachement bien. Et pour le clean code, on va dire, j'ai appelé ça comme ça pour un peu vulgariser. Moi, j'ai utilisé du TS partout pour du coup typer mon code et faire quelque chose d'un peu plus propre. Et j'ai utilisé Zod pour une validation de schéma qui est aussi pas mal pratique. Du coup, pour la petite conclusion, mon feedback global sur tous ces outils, donc Next, Vercel et Supabase surtout, ça permet de déployer assez rapidement et on va dire en vulgarisant avec assez peu de connaissances, disons qu'avec un léger bagage, vous pouvez facilement déployer quelque chose d'utilisable sur Internet et c'est vachement cool. Et c'est aussi beaucoup documenté. Donc ça m'a permis de faire quelque chose buildé vite et maintenable vite. Voilà. Merci à vous et j'espère, enfin si vous avez des questions, j'y répondrai.